Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme cette semaine, la pression monte, les températures moyennes terrestres et océaniques en Europe continuent d'augmenter, avec un record de chaleur enregistré l'an dernier. L'Europe du Sud-Est devrait subir les pires impacts de la chaleur, tandis que les sécheresses printanières menacent déjà les moyens de subsistance des agriculteurs en Europe centrale et orientale en ce mois d'avril. Nous en examinerons les enjeux et nous explorerons le prochain grand défi de l'Europe, la crise de la pénurie d'eau. Et la politique agricole commune de l'UE, lancée dans les années 1960 pour soutenir les agriculteurs, s'apprête à être de nouveau réformée. De l'augmentation des incitations pour les jeunes agriculteurs à la réduction de la bureaucratie, l'objectif est d'alléger les exigences environnementales et administratives afin de faciliter la vie des agriculteurs dans cette période d'incertitude. Nous examinerons le plan proposé. Simplifiera-t-il réellement la vie des agriculteurs? Alors pour répondre à ces questions complexes, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Benoît Cassard, député européen et belge du groupe centriste Renew Europe. Bonjour Benoît. Bonjour. Tilly Metz, députée européenne et luxembourgeoise du groupe des Verts. Bonjour Tilly. Bonjour. Et David Druy, conseiller en communication et stratégie politique et aussi ancien secrétaire général de la délégation écologiste française au Parlement européen. Bonjour David. Bonjour, merci. Alors merci à vous trois de nous avoir rejoints. Donc avant de vous entendre, je vous propose de prendre la température, c'est le cas de le dire, des enjeux climatiques actuels. On regarde. C'est officiel. 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Et c'est selon 6 ensembles de données internationales, allant de l'Organisation météorologique mondiale à la NASA. Quelles sont les autres années qui figurent dans le top 10? Eh bien toutes les années depuis 2015. Cela signifie que nous venons de conclure la décennie la plus chaude jamais enregistrée. Selon les experts, l'objectif de température à long terme de l'accord de Paris n'est pas encore mort, mais il demeure en grand danger. Sur le plan politique, une action différente est perceptible. L'ambition écologique est en baisse dans l'Union européenne. Les raisons? Des défis politiques externes et internes, ainsi que des demandes sociales et économiques concurrentes. Et les parties prenantes, des agriculteurs aux constructeurs automobiles, ont exprimé leur ressentiment à l'égard de réglementations environnementales plus strictes. Sommes-nous à la croisée des chemins? Devons-nous protéger le climat ou l'économie? Tilly, je me tourne vers vous. On entend dans cette vidéo 2024, l'année la plus chaude jamais enregistrée. C'est même très alertant ce qui est dit dans cette vidéo. Vous, à quel point êtes-vous inquiète? Je suis très inquiète, évidemment, surtout qu'on est dans une phase où, effectivement, on parle de simplification, mais derrière le mot simplification, personne n'est contre la simplification. Il y a surtout dérégulation. Et c'est ça qui est inquiétant, parce qu'il faut savoir que les premières victimes du changement climatique, de la perte de la biodiversité, c'est bien les agriculteurs, les agricultrices. Donc, si on pense pour la sécurité alimentaire, mais si on pense aussi les coûts que ça engendre, la Cour des comptes européenne estime qu'à l'avenir, le coût de la non-action par rapport au changement climatique nous coûtera 72 milliards d'euros par an. Donc, il y a urgence d'agir pour l'environnement, mais aussi pour des raisons économiques et aussi pour la sécurité alimentaire dans le futur. Vous parliez de simplification, on entend bien la simplification des règles européennes aujourd'hui, puisqu'il y a une bureaucratie très forte et ça a été le problème numéro 1. Je me tourne vers vous, Benoît. L'Union européenne, est-ce qu'elle arrive à un carrefour politique comme on l'entend dans cette vidéo? C'est-à-dire, avec la guerre commerciale, les tensions sécuritaires que l'on connaît, est-ce que justement peut-être le climat sort un peu du radar aujourd'hui? Ce que je pense, c'est qu'on doit analyser les choses dans son ensemble. On ne peut pas traiter un problème seul. Alors pour relativiser un petit peu, moi, je sais qu'on a une seule planète et que les gaz à émissions effet de serre, c'est un phénomène global au niveau de la planète. Alors pour bien expliquer, parce qu'on parle beaucoup des agriculteurs, mais les émissions européennes au niveau global, c'est 6% des émissions. Si on prend les émissions agricoles dans les émissions européennes, c'est 10%. Donc au niveau des émissions globales,
les agriculteurs européens sont responsables de 0,6%. C'est bien d'agir. Tout le monde doit agir et le défi, il est pour chacun. Mais seulement, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le problème de l'agriculture. Et là où je pense qu'il y a un enjeu majeur, c'est que si on veut que l'agriculture européenne progresse, il faut qu'on la maintienne d'abord. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas de relève dans nos fermes, parce que les gens ne sont plus attirés par cette profession, parce qu'elle n'est plus rentable et qu'elle devient très compliquée. Donc si on veut assurer une agriculture européenne efficace, il faut d'abord la rendre attractive. C'est un des défis de la PAC. L'agriculture, ça sera notre prochain débat, on en parlera plus en détail. Mais là, ce qu'on entend d'une façon un peu plus globale, et on reste sur cette idée de climat, c'est justement ce qu'on entendait dans cette vidéo, protéger le climat et en même temps préserver l'économie, qui semblerait ne pas être tout à fait compatible. David, vous en pensez quoi ? Je pense que c'est totalement faux de poser le débat ainsi, de toute façon. Ouais. Le climat, on n'en a qu'un seul. Des économies, il y en a plusieurs types. Et le problème de l'économie actuelle, c'est que c'est l'économie du tout jetable. Donc en fait, il faut sortir de cette économie-là. Et je pense que l'Europe aurait intérêt justement à arrêter de percevoir l'économie de cette manière-là, à toujours acheter et à ne pas allonger la durée de vie des produits, à toujours acheter et à ne pas reconditionner, à toujours acheter et à jeter. En fait, si l'Europe se spécialisait, devenait le premier continent à faire ça, à se dire « Ah ben tiens, les voitures électriques, on les achète peut-être ailleurs. On n'est pas obligé de construire des gigafactories partout pour essayer de concurrencer la Chine. On n'y arrivera pas forcément. » Mais se dire « Qu'est-ce qu'on va faire des voitures électriques quand elles ont atteint 160 000, 200 000 km ?» Au lieu de les jeter, broyer leurs batteries. Circulaire. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, on est capable d'allonger la durée de vie des batteries des voitures. Pourquoi on ne fait pas ça ? Pourquoi on ne se spécialise pas là-dedans ? On aurait beaucoup plus intérêt à le faire. Ça créerait des emplois non délocalisables. Et au fait, ça serait bon pour la planète. Donc voilà, l'économie, le climat, c'est compatible. Je vois pas. Est-ce que c'est compatible, Thi ? Vous êtes d'accord avec ça, justement ? Je pense, si j'ai bien entendu, même tous les trois autour de la table, on est d'accord qu'il faut arrêter cette approche en silo. Il faut penser économie, environnement et le social ensemble. Parce qu'effectivement, la transition écologique, elle offre aussi la possibilité de créer des emplois de qualité. Et sans environnement, à court, à moyen terme, on n'aura pas d'agriculture et pas d'économie non plus. Donc, je trouve que ce qui manque actuellement, c'est une approche cohérente et aussi courageuse. Et une approche plus globale. Exactement. Oui, voilà. Que vous disiez sur l'économie circulaire. Alors, on s'écarte un peu du sujet, mais il y avait un homme qui était particulièrement préoccupé par l'évolution du climat, c'est le pape François. Alors, tous les regards étaient tournés vers Rome cette semaine, alors que des milliers de personnes rendaient hommage à un pape disruptif qui n'a cessé de dénoncer le réchauffement climatique causé par l'homme. Il appelait régulièrement les dirigeants mondiaux à agir. Le conseiller spécial de l'ONU sur le climat l'a même qualifié de champion mondial inébranlable de l'action climatique, saluant sa grande compréhension des enjeux environnementaux. Alors justement, Benoît, je me tourne vers vous. Le pape, il n'y a pas eu beaucoup de papes qui ont parlé du climat, donc en quoi est-ce que ce pape-là était particulièrement je crois que le pape, c'était quelqu'un d'intelligent et qui vivait dans son époque. Je pense que précédemment, on parlait beaucoup moins du climat qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un thème central de l'actualité et c'est très bien que le pape s'en soit préoccupé. Maintenant, je n'ai pas d'avis particulier sur le pape et ses idées sur le climat. L'enjeu, il est important, il est majeur. On doit aujourd'hui tous s'aligner dans la même direction. Mais pour revenir sur ce que disait Tilly tantôt, on doit voir ça de manière globale avec des accords commerciaux, par exemple, qui correspondent à ces schémas. Parce que dire on fait tout en Europe et on n'est pas cohérent au niveau international, ça mènera à rien. Aujourd'hui, je crois que les grandes menaces pour le climat, c'est l'arrivée de gens comme Trump au pouvoir, qui se retirent de toutes les organisations internationales et qui, lui, s'en fout carrément du climat. Donc ça c'est un danger énorme aujourd'hui. Oui. Alors après, on se souvient quand même, en reparlant du pape, qu'à la COP 28 de Dubaï, en 2023, il avait déclaré « Notre avenir dépend du présent que nous choisissons ». Mais est-ce qu'il a été écouté ? Manifestement pas assez, puisque il était aussi, on avait dans les années de 2019 à 2024, on était davantage dans un esprit de Green Deal. Maintenant, on est arrivé
dû à la pression de lobbyisme, mais dû à la pression aussi d'un certain narratif à la recherche d'un bouc émissaire, on est arrivé à vouloir tout déréguler et diluer. Donc, est-ce qu'il a été écouté? Malheureusement, non. Ni lui, ni d'autres scientifiques n'ont pas été écoutés. Donc, je mets un certain espoir à la COP 30 à venir au Brésil. Même, soyons réalistes, les résultats ces derniers temps étaient quand même décevants aussi. Alors justement, parlons un peu de la COP 30, puisque les discussions en ce moment sont justement sur la préparation de cette COP à Belém. David, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est déjà un peu ce que vous dites? Est-elle déjà en train de devenir un échec? Parce qu'on a vu la dernière COP, c'était quand même pas concluant par plein d'égards, notamment sur le financement du climat. Enfin, voilà. Quel est votre point de vue là-dessus? Je pense que la protection du climat ne s'arrête pas aux négociations climatiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, au fait, n'attendent pas forcément que les négociations se poursuivent ou se concluent pour décider d'agir. Il y a des entreprises qui sont proactives, il y a des entreprises qui font de bonnes choses, et je pense qu'on devrait plus souvent parler de celles-là et les mettre en avant pour que les consommateurs les soutiennent. Et je pense que c'est comme ça qu'on soutiendra le mieux le climat au final. Donc c'est pas s'en remettre. Les COP, ça sert plus à Je ne dis pas que ça sert à rien, ça fixe des objectifs et c'est quand même des discussions sur la base de faits scientifiques. Et c'est ça qui compte. Aujourd'hui, la science est attaquée de toutes parts, et notamment par Donald Trump. Et pour moi, ça m'inquiète plus que toute autre chose. Parce qu'à partir du moment où on sort de la science, eh ben, on rentre dans l'obscurantisme. Et on ne va pas revenir au Moyen-Âge quand même. Je pense qu'on mérite mieux que ça et la planète mérite mieux que ça. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque, Benoît, que l'Union européenne perde un peu son statut de leader climatique mondial? Le problème, il ne faut pas non plus avoir une Europe naïve. C'est bien beau de raisonner de manière idéale, mais aujourd'hui, il y a quand même une réalité économique. Le consommateur, il continue à consommer. Il faut répondre à la demande. Et ce que je pense, c'est qu'il faut éviter de délocaliser. Si on ne prend pas la peine de faire bien chez nous, mais en protégeant notre marché, on va simplement ne rien résoudre à la décarbonation, on va simplement délocaliser la production dans des zones où il ne faut attention à rien du tout. Donc là, il y a un enjeu, justement, je voudrais encore revenir sur l'importance de la cohérence globale entre les différentes politiques, parce qu'on ne peut pas tout seul faire le bonheur de la planète au niveau européen. Si on est seul, la cause est perdue. C'est malheureux de raisonner comme ça, mais si on ne sait rien faire seul en Europe, il faut une collaboration internationale. Alors, concentrons-nous un peu plus sur le climat et les enjeux justement du climat aujourd'hui. Pour mieux comprendre ce que signifient ces hausses de température dans notre quotidien ici en Europe, on retrouve notre reporter scientifique Jeremy Wilkes. On l'écoute. Je suis littéralement dans mon jardin en France, et en fait, les risques et les menaces liées au changement climatique sont omniprésents. Si vous regardez par exemple ces arbres fruitiers derrière moi, ils fleurissent aujourd'hui environ 2 semaines plus tôt qu'ils ne l'auraient fait dans les années 60, ce qui signifie que la production de fruits est menacée par le gel tardif qui peut toujours se produire, même avec le changement climatique. Selon le service Copernicus sur le changement climatique, le risque le plus important pour l'Europe est celui des inondations. Beaucoup de nos villes ne sont pas préparées. Nous avons besoin de plans d'action, de systèmes d'alerte précoce et de solutions naturelles pour ralentir l'eau. L'autre menace à laquelle nous sommes tous confrontés est celle des vagues de canicule. Nous avons vu, en particulier dans le sud et l'est du continent, que de nombreuses régions ont été touchées l'année dernière, et cela va continuer avec le réchauffement de la planète. Alors Tilly, justement, Jeremy parle des inondations, des canicules, des systèmes d'alerte, mais est-ce qu'on est fondamentalement en Europe aujourd'hui prêt à changer nos modes de vie ? Il faut montrer aux gens les opportunités aussi de la transition écologique, et puis il faut montrer les faits, les réalités aussi. Rien qu'en 2024, on a eu 335 morts dues aux inondations. Je rappelle à tout le monde les inondations qu'on a connues dans la région de Valencia en Espagne, la catastrophe qu'il y a eu où on n'a pas été assez préparé. Donc quand est-ce que on sera cohérent par rapport aux menaces pour la santé, des milliers de gens morts aussi dus aux canicules, des vecteurs de transporteurs de maladies, de virus qui se propagent davantage aussi avec le changement climatique, la sécurité alimentaire due à la sécheresse, aux inondations, elle est menacée aussi. Donc, et j'ai déjà parlé avant des coûts économiques que ça engendre si on n'agit pas. Donc, excusez-moi de me répéter, mais quand est-ce qu'on aura une approche cohérente, transversale à travers toutes les politiques ? On connaît les risques, on les voit tous les jours.
Mais le niveau de préparation aujourd'hui, comment est-ce que l'Union européenne, puisque vous êtes député européen, comment on gère ce risque? C'est un peu paradoxal de dire ça dans une émission comme celle-ci, mais l'Europe est le meilleur élève au niveau mondial dans ces matières-là. Ouais. Si on prend par exemple les émissions de l'Union européenne, ils ont diminué de 33% en 1990 et 2020. Donc, si l'Europe pouvait s'affirmer comme leader et être suivie, le problème, c'est le niveau des dirigeants ailleurs dans le monde pour qui ce n'est pas une préoccupation majeure. Mais l'Europe s'est vraiment inscrite comme leader dans la matière, et dire qu'on ne va pas assez loin, c'est bien, mais tout seul, on ne sait pas aller plus loin non plus, et en même temps, avoir un handicap de compétitivité qui tue notre agriculture, qui tue notre industrie. Mais il y a beaucoup de réglementations européennes qui vont dans le bon sens. Mais l'intention est toujours de devenir neutre en carbone en 2050. On évolue pour beaucoup de choses, que ce soit la diminution des pesticides, la diminution... Allez, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, on estime que l'agriculture de précision, la mise en place des nouvelles techniques génomiques et tout ça, ça permet d'avancer dans la bonne direction par rapport à ce défi David, climatique. Justement. Mais est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux, puisqu'on les voit, les risques, est-ce qu'on est véritablement suffisamment préparé? David, je vous regarde parce que je parlais aussi des changements de mode de vie. Par exemple, en hiver, on sait que les choses vont changer, il y aura moins de gel, moins de neige. Est-ce qu'il faudra, par exemple, repenser intégralement les sports d'hiver? Je veux dire, il y a beaucoup de choses à repenser. Il y a effectivement des évidences comme ça, mais je pense qu'il y a aussi une évidence à rappeler, c'est qu'à force de tout réduire, enfin, toutes les questions écologiques et la question du climat, on rentre dans ce qu'on appelle le tunnel carbone. C'est cette vision d'appréhender les problèmes écologiques sous le seul prisme du carbone. Tilly a parlé avant de ce qui s'est passé à Valence, c'était une tragédie qui est liée à une catastrophe climatique, mais cette catastrophe climatique n'aurait jamais eu cet impact si en matière d'urbanisation, on avait pris d'autres décisions. Et justement, par exemple, lutter contre l'artificialisation des sols et s'assurer au fait qu'on a dans les villes des moyens d'écouler et d'évacuer l'eau, eh ben, ça serait le meilleur moyen, au final, de limiter choix politiques qui ont été faits. C'est des choix qui ne sont pas seulement faits au niveau européen ou mondial, c'est aussi des choix qui sont faits au niveau local. Et pour moi, les élus locaux ont aussi une responsabilité dans la manière dont on va pouvoir appréhender ou non une catastrophe climatique. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut se poser la question. C'est pas juste se dire le climat. Non, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter nos territoires, adapter notre économie à ces différents enjeux. Et il y a effectivement le climat, le changement climatique, c'est aussi des maladies infectieuses qui vont arriver chez nous, qui n'existaient pas avant, qui vont avoir un coût énorme. Et donc, en fait, le coût de l'inaction, au final, est beaucoup plus fort que le coût de l'action. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Alors, chez Greenpeace, on tire la sonnette d'alarme depuis des années. Nous avons parlé à Paul Musiol, représentant de Greenpeace Europe. Écoutez-le. We see this year in, year out, every summer in Europe. They're very intense heat waves. They're getting stronger. Chaque été en Europe, nous assistons à des vagues de chaleur très fortes qui ne cessent de s'intensifier. Le lien avec le changement climatique est très bien documenté. Je pense que l'année dernière ou en 2023, on parlait d'environ 50 000 décès liés aux vagues de chaleur. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Vous savez, lorsque nous parlons de l'impact de la déréglementation environnementale sur votre vie, c'est de ce genre de choses dont il s'agit. Lorsque nous essayons de défendre la politique environnementale, c'est ce que nous essayons de défendre. Nous essayons de défendre la santé, les moyens de subsistance et le bien-être des gens. That's what we're trying to defend. We're trying to defend people's health and livelihoods and well-being. Alors Benoît, ce qu'on entend aussi, c'est aujourd'hui cette période de sorte de déréglementation environnementale dont on a déjà parlé, puisqu'on est sur inondations, canicules. En fait, c'est ça le vrai enjeu, c'est aussi l'adaptation à des c'est ce qu'on disait juste avant. Mais je ne suis pas d'accord de dire qu'il y a une déréglementation. Il y a simplement aujourd'hui, par rapport à des réglementations qui existent, une application plus pragmatique. Ok, mais l'ambition est toujours là. Et si je reprends, vous prenez par exemple le problème des glissements de boue, etc., dont on vient de parler à l'instant, mais dans la politique agricole, aujourd'hui, il y a déjà toutes des mesures qui sont mises en place pour éviter l'érosion. Donc, il y a des bandes herbagères qui doivent être mises le long des champs, etc., pour justement résoudre. Donc, l'Europe s'attaque à tous ces problèmes-là. Et je trouve un peu frustrant qu'on dénonce le manque de politique en Europe, alors que l'Europe est leader en la matière. On doit toujours aller plus loin, mais on doit surtout y aller tous ensemble. Si on est seul à le faire, ça n'aura pas beaucoup de résultats. Je m'écarte un peu du sujet, puisqu'on a dit aussi qu'une des grands problèmes aujourd'hui, des problèmes fondamentaux, c'est la pénurie d'eau. Tilly, je me tourne vers vous. Il y a une stratégie qui arrivera bientôt, je pense en juin, pour la résilience hydrique. Est-ce qu'elle peut vraiment bien répondre à cette déréglementation qu'on voit aujourd'hui en Europe ? Oui, tout d'abord, je suis
pas d'accord qu'on ne doit pas parler de déréglementation. Ce qu'on est en train de faire, c'est une déréglementation. Quand je pense à la directive sur le devoir de vigilance, où il s'agit, entre guillemets, tout simplement de respecter l'environnement et les droits humains quand les entreprises sont actives au sein de l'Union européenne, mais aussi à l'extérieur de l'Union européenne. Quand on décide de postposer, je sais que le mot, de retarder cela, respectivement, de dire 90% des entreprises ne seront plus concernées, c'est bel et bien une dérégulation. On parle des risques aujourd'hui. Oui, c'est pas de la déréglementation des lois. Ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est qu'on fait face à un climat complètement, entre les inondations, les canicules, si on reste sur le climat, c'est comment se projeter dans le futur quand aujourd'hui on ne sait pas du tout contrôler ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à cette planète. Vous avez posé la question, est-ce qu'il faut des changements? Mais moi je dis aussi, il faut être très clair et très honnête avec les citoyens et les citoyennes qui demandent, dans une grande majorité, plus de 93% demandent qu'on soit plus adapté aux changements climatiques, qu'on prenne les bonnes mesures et qu'on ait les courage en tant que politicien. Et alors, qu'on prenne les bonnes mesures, c'est dans le domaine du transport, mais c'est aussi dans le domaine de l'alimentation. Si nous continuons à consommer, à produire autant de produits basés sur des protéines animales, on n'y arrivera pas. Vous avez parlé de l'eau. 1 kilo de bœuf, 15 000 litres d'eau qui sont nécessaires. En tenant compte des eaux qui tombent sur les prairies, j'entends qu'il faut prendre les bonnes mesures. Faites attention parce que là, il y a tellement de fake news qui circulent sur le domaine de l'élevage. On se base sur la science ici. Oui, on se vous base basez sur la science, mais peut-être il faut une alimentation plus végétale. C'est mieux pour l'environnement, mieux pour la santé humaine. Je comprends. C'est sur ces mots que nous pouvons conclure notre débat. Un grand merci à tous nos invités pour leurs éclairages. Restez avec nous sur Euronews. Après la pause, on vous explique comment l'Union européenne envisage le futur de l'agriculture. À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime, l'émission hebdomadaire d'Euronews où l'on revient sur les temps forts de l'actualité européenne. Et cette semaine, nous nous penchons sur un dossier qui touche directement les campagnes européennes. La nouvelle refonte de la PAC, la politique agricole commune, qui soutient les agriculteurs depuis des décennies, avec les tensions commerciales entre l'UE et les États-Unis qui pèsent lourdement sur la production alimentaire, ainsi que l'accord controversé du Mercosur qui revient sur la table, la Commission européenne assure qu'elle est aux côtés des agriculteurs. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Benoît, qu'est-ce que ça veut dire elle est aux côtés des agriculteurs et l'est-elle véritablement l'Union européenne ? Bon, les déclarations ont le mérite d'exister. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défis pour l'Europe et l'agriculture ne doit pas être négligée parce que d'un point de vue stratégie, on est quand même avec beaucoup de tensions internationales au niveau géopolitique. Et la première chose, c'est de savoir se nourrir soi-même. Il y a un défi majeur, relancer l'agriculture. L'agriculture, il faut bien savoir que si le budget, par exemple, reste celui d'aujourd'hui, en 2034, ça correspondra à une diminution, rien qu'avec l'inflation, de 54% du montant des aides. Aujourd'hui, les aides sont plus suffisantes pour dire aux jeunes de s'installer. Maintenant, de nouveau, dire que l'Europe est aux côtés des agriculteurs et en même temps négocier un accord totalement incohérent avec le Mercosur, incohérent sur le plan de la biodiversité, des normes sanitaires, etc. Le Mercosur, c'est un sujet en soi. Oui, mais je vous dis que... Je me tourne vers vous juste parce que tout se concentre aujourd'hui, on le sait, sur l'allègement des règles pour simplifier la vie des agriculteurs, de tous ceux qui bénéficient des fonds européens. On en parle beaucoup, disons. Oui, mais... à quoi, selon vous, cette nouvelle PAC devrait ressembler ? Cette nouvelle PAC, elle doit faire face aux challenges, aux défis de notre temps. Et les défis de notre temps, oui, vous l'avez dit, c'est le changement climatique, c'est la décarbonisation, mais c'est aussi la perte de la biodiversité. Elle n'est pas assez adressée. Donc moi, je veux bien, quand le commissaire Christophe Hansen, il dit il faut interdire la introduction de pesticides qui sont interdits en Europe, il faut interdire de les importer à nouveau à travers certains produits. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Pourquoi nous tolérons la production de pesticides toxiques qui sont alors exportés, par exemple en Amérique latine, et maintenant, oui, on dit on veut plus les importer après. Ça, c'est déjà une bonne évolution. Non, c'est quand même arrêtons de produire des pesticides qui sont tellement toxiques et qui nuisent à la biodiversité en Europe et dans les autres pays aussi. Quelle agriculture l'Union européenne est en train de dessiner pour demain? On a vu qu'il y avait une vision
sur l'agriculture présentée par la Commission européenne. Est-ce que ça va dans le bon sens aujourd'hui, les idées qu'on a ? Je pense qu'avant tout, pour défendre l'agriculture européenne, il faut défendre les agriculteurs. Et au fait, dans la situation actuelle, la PAC, c'est 20% des agriculteurs qui possèdent 83% des terres agricoles et touchent 80% des aides européennes. Donc on est sur une aide, en fait, qui est conditionnée à la superficie possédée par les agriculteurs. Et ça, c'est un problème en soi, puisqu'au fait, il faudrait réorienter ces aides et les conditionner plus au nombre d'emplois créés. Ce serait le meilleur moyen, en fait, de redonner, en fait, un salaire décent aux agriculteurs, parce que leur première préoccupation, contrairement à tout ce qu'on peut raconter, c'est pas l'écologie. Moi, mon cousin est agriculteur, il me le dit, c'est les revenus. C'est les revenus. Et quand on se dit que c'est eux qui nous permettent de manger, qui est quand même le truc le plus essentiel qu'ils puissent apporter à la société. Alors que les revenus, ils étaient calculés avant en fonction de la production. Oui, mais... Non, mais c'est... Surtout. C'est plus en gros, aujourd'hui, on est quand même sur une population vieillissante dans le domaine agricole. Et il faut effectivement intéresser les jeunes. Mais comment on va intéresser les jeunes si on leur dit qu'ils vont être payés sous le SMIC ? En fait, et qu'ils n'ont pas de droit de parole sur les prix, c'est incroyable. Il faut savoir qu'entre 2005 et 2020, on a eu une perte de 37% des agriculteurs, des entreprises agricoles en Europe, et surtout des petites et moyennes, des fermes vraiment. Donc ça, c'est une catastrophe. On a perdu des millions d'entreprises familiales, d'agriculteurs, d'agricultrices. C'est ça la catastrophe, et le fait qu'ils aient rien à dire et qu'ils ont la pression de produire parfois en dessous du coût de production. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit attaquer aussi. Est-ce que vous êtes d'accord, justement ? Je suis tout à fait d'accord que l'enjeu, il est majeur, il est urgent et on ne doit pas le négliger par rapport aux autres enjeux du moment. La politique agricole, c'est le droit de se nourrir avec des produits qualité. La politique agricole a été la première politique européenne qui a eu des intentions environnementales aussi. Il faut quand même le rappeler, depuis 1992, il y a toute une éco-conditionnalité. Donc, il ne faut pas toujours dire que tout va mal. On a fait des choses très positives, mais aujourd'hui, il faut vraiment relancer l'agriculture et il faut être cohérent parce que dire les agriculteurs doivent en même temps toucher un prix correct pour leur nourriture et en même temps importer de pays qui sont beaucoup plus compétitifs parce qu'ils ne respectent pas nos normes, c'est une incohérence à laquelle on ne peut pas accepter. Il faut des clauses miroirs, quelles que soient les attitudes des États-Unis, de Trump, etc. L'accord du Mercosur ne devient pas bon parce que Trump est arrivé au pouvoir. L'accord du Mercosur, il est incohérent, elle doit être refusée dans l'état actuel des choses. Ça, c'est une certitude. Mais quand on parle de réduction de la paperasse, je prends un des aspects importants aujourd'hui. Est-ce que ça répond la Commission présentera un paquet dit omnibus qui va justement simplifier encore. Mais est-ce que c'est... encore, oui. Est-ce que la situation s'est réellement améliorée depuis pour les agriculteurs ? Mais pour le moment, on est dans les discussions pour la prochaine PAC. Maintenant, il y a des légers progrès qui sont faits et la politique agricole a quand même beaucoup de vertus. Elle permet aux agriculteurs, elle permet aux consommateurs européens surtout de manger une alimentation saine à un prix décent. Donc, nous ne l'oublions pas. La politique agricole commune, ce n'est pas uniquement les agriculteurs qui en bénéficient, c'est aussi les consommateurs. Et notre autonomie alimentaire stratégique en dépend. C'est un élément majeur. Si on résume cette nouvelle PAC, c'est quoi les volets les plus importants qu'elle devrait avoir ? On est à la veille d'une nouvelle PAC. David l'a très bien dit, il faut un changement de paradigme. Il faut savoir, sans aller dans les détails de l'historique, mais la PAC a été créée après la guerre où il y avait vraiment un manque d'alimentation, où il fallait produire de la quantité, de la quantité, de la quantité. C'était le but de la PAC au début. Voilà, donc donner de l'alimentation pas chère à tout le monde. Maintenant, on jette un tiers de notre alimentation. Maintenant, il faut vraiment produire qui respectent les ressources naturelles, les sols, l'eau, etc. Donc, il faut un changement de paradigme et il faut partir du modèle où plus tu as de terrain, plus tu es grand, plus tu reçois des subsides, du soutien. Alors, maintenant, il y a d'autres considérations qu'il faut mettre en avance, primer, pour le dire de façon un peu simplificateur, primer sur la qualité, permettre à toutes et à tous d'avoir une alimentation saine. Ce que j'entends sur ce plateau, c'est le besoin d'un changement de paradigme. On le sait, vous l'avez bien résumé. Et c'est avec ce dernier commentaire que nous arrivons à la fin de cette discussion. Un grand merci à nos invités pour leurs éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations sur ces sujets, n'hésitez pas à télécharger l'appli Euronews. À très bientôt.
Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Je t'aime, l'émission hebdomadaire où l'on revient sur les temps forts de l'actualité européenne. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Benoît Cassard, député européen et belge du groupe centriste Renew Europe, Tilly Metz, députée européenne et luxembourgeoise du groupe des Verts, et David Druy, conseiller en communication et stratégie politique. Alors il y a un sujet qui a beaucoup fait parler ces derniers jours ici à Bruxelles, c'est celui des loups. Et plus précisément, une possible modification de leur statut de protection. Ils pourraient passer de strictement protégés à simplement protégés. Pour les défenseurs des animaux, les loups ne représentent aucun danger pour les humains. Ils sont même un symbole de préservation de la nature. Mais pour les autres, notamment dans les zones rurales, les loups sont leur pire cauchemar. Ils sont une menace pour leurs troupeaux et leur mode de vie. C'est un sujet particulièrement sensible pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dont le poney préféré Dolly a été tué par un loup en 2022. Alors je me tourne vers vous, Tilly. Les loups sont-ils véritablement une menace pour les agriculteurs et les zones rurales ? Non, au contraire, le loup est un symbole, et pas seulement un symbole, mais dans la réalité aussi de la santé des écosystèmes. Le retour du loup, on l'a souhaité, c'est les hommes qui ont causé l'extension du loup. Maintenant, il est de retour et c'est un bon signe. On aurait dû attendre des études scientifiques pour vraiment voir est-ce qu'il est en train de vraiment d'avoir de nouveau des nombres considérables pour garantir l'équilibre des écosystèmes. Il faut savoir que le loup permet, entre autres, d'éviter la propagation de zoonoses parce qu'il maintient plein de petits rongeurs qui se sortent beaucoup moins de leur trou quand il y a le loup et qui les élimine. Aujourd'hui, les loups, ils sont présents dans presque tous les pays de l'Union européenne, avec une population qui est passée de 11 000 en 2012 à plus de 20 000 l'an dernier. Exactement. Alors, laisser les États membres décider, est-ce que c'est la bonne option pour vous ? Alors de toute façon, déjà, les États membres peuvent prélever des loups, déjà. En France, il y a une autorisation de 20%. Donc on dit qu'il est strictement protégé, mais ce n'est pas vraiment vrai. Derrière, moi, je voudrais souligner... Pourquoi ce n'est pas vraiment vrai, ce que vous dites ? Si on prélève les loups, c'est-à-dire qu'on les tue. Déjà maintenant, on peut tirer, même maintenant, dans l'état strictement protégé, s'il y a des menaces imminentes pour les troupeaux, on peut tirer. Mais bon, tout ça pour dire, en gros, sur l'ensemble des têtes de bétail qu'il y a dans l'UE qui sont tuées par des loups, par exemple, chez les ovins et les caprins, c'est 0,06% qui sont tués. La diarrhée, c'est 8% selon l'Organisation agricole mondiale. Non, mais qu'on ait un peu des ordres de grandeur. Et on dit, on a peur du loup. Pourquoi a-t-on peur du loup ? En 40 ans, c'est 0 mort humain, alors que ça a été prouvé par des études. Le fait que le loup, en fait, chasse des ongulés, donc du gibier à proximité des routes, ça réduit le taux de collision avec les voitures. Et donc, en fait, il y a moins de blessés et moins de morts. Et même en France, on estime, par exemple, que c'était un mort évité grâce au loup. Disons que les agriculteurs, justement. Écoutez, moi je suis pour la biodiversité, j'ai pas de problème que le loup revienne là où le territoire est adapté. Maintenant, quand il est à proximité de zones habitées ou des zones intensives en élevage, ça pose réellement des problèmes. On voit par exemple à Beaurain en Belgique, il y a des éleveurs qui sont tout le temps frappés. Alors, je sais quand même bien, 65 000 animaux ont été dévorés par les loups par an. 65 000, c'est quand même pas rien du tout non plus. Il y a toujours deux versions d'une même histoire. C'est quand même problématique. Deux versions d'une Il y a des mesures. Nous avons voulu entendre différents points de vue, justement. Écoutez ce qu'en disent Jürgen Tack de l'Association européenne des propriétaires fonciers et Hilaria Di Silvestre du Fonds international pour la protection des animaux. On les écoute. Today we are at the level that, let's say, the population is at a size that we see that more and more. Aujourd'hui, la population a atteint une telle taille que nous constatons que de plus en plus de situations conflictuelles se produisent, tant pour les animaux sauvages que pour les animaux domestiques, et même les êtres humains. La population est actuellement si élevée qu'il n'y a pas de besoin de conservation au plus haut niveau. La régulation est donc une bonne chose car elle permet, dans certaines régions, une certaine gestion de la population de loups. To have a certain management of the wolf population. Effectivement, le loup est utilisé très souvent comme un bouc émissaire
pour justifier, pour répondre, disons, aux problèmes des éleveurs. Ce que les politiciens devraient faire, c'est de mettre en place des systèmes rapides pour donner accès aux éleveurs au financement pour la mise en place des mesures de prévention, donc des barrières électrifiées, des chaînes de garde, parce que ça a été démontré que ça marche. Et pourtant, en Europe, on a complètement notre attitude. Dès qu'il y a un problème, on dit, OK, voilà, la solution, c'est qu'il faut abattre le loup, qui est une espèce encore protégée. Tilly, David, je vous entendais dire n'importe quoi quand Jürgen Tag parlait, justement. Oui, pourquoi il ment. Les êtres humains ne sont pas mis en danger par le loup. C'est Non, 0 mort en 40 ans, donc je ne vois pas où est-ce qu'il a Donc, trouvé en ce fait, chiffre. on crée un problème là où il y en a pas. Il y a le mythe. Non, mais il y en a depuis qu'on le protège strictement, c'est 0 mort. Oui, mais en fait, il ne faut pas inventer que. Maintenant, faut pas quand il y en a inventer. beaucoup plus. Mais c'est un mensonge. Il y a le mythe ça du risque méchant loup. d'évoluer. Il y a un mythe Il y a un mythe de méchant loup qui est vraiment un mythe parce que le loup se tient loin des êtres humains. Il a peur des êtres On humains. en a quand même Il est très craintif. Donc, et ce qu'il faut dire et ce qu'il faut soutenir, c'est que la cohabitation avec le loup est possible. Et il y a des éleveurs qui le disent aussi. Il y a des témoignages, notamment d'Italie. Il y a plein de. Donc, il faut être à l'écoute. C'est comme toujours, il faut des positions équilibrées. S'il devient menaçant, qu'il n'est pas dans les bonnes zones, il faut le déplacer simplement. Et quand il y en a trop, il faut savoir le tirer aussi. C'est comme toujours dans l'histoire. Le rôle du chasseur, c'est de réguler les animaux dans la nature. Le loup est un animal de la nature dont il faut prendre soin, mais qu'il faut réguler. Un peu de bon sens. On parle du loup, mais il pourrait y avoir des ours à un moment donné. Et voilà, la Roumanie qui abrite la boîte la plus grande population d'ours d'Europe, en dehors de la Russie. Récemment, il y a eu un randonneur qui a perdu la vie à cause d'un ours. Est-ce que justement, on n'est pas sur ce problème que le loup remplace un autre problème qui arrivera à un moment donné dans l'avenir? Et comment gérer ces problèmes-là aujourd'hui? Mais je pense qu'il y a quand même une hypocrisie totale là-dedans, parce que les pays européens et les Européens eux-mêmes sont les premiers à demander aux Africains de protéger des espèces en voie de disparition. Et pourquoi nous, au fait, aujourd'hui, on se dirait « Ah oui, mais on demande à eux de faire ça, mais on va pas le faire chez nous ». Donc on est en train aujourd'hui de mettre sur le loup au fait des problèmes qui sont mais infinitésimaux. Et quand on calcule si c'est justement l'impact économique du loup qui compte, le loup apporte plus à l'économie européenne qu'il ne détruit. Que ce soit dans la propagation des zoonoses, quand ce soit sur le fait qu'on évite des accidents et on évite des morts grâce au loup, franchement, enfin il faut se rendre compte de ça. Et ça permet, mais si c'est vrai, c'est prouvé. J'entends ce que vous dites, le loup apporte beaucoup à l'économie européenne, c'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Un grand merci à nos 3 invités, Tilly Metz, David Druet et Benoît Cassard, et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjet'aime@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine et à très bientôt sur Euronews.